Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Gaël Stéphan, je suis chercheur au Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine. Et je tiens à remercier évidemment les organisateurs, organisatrices du GIS Démocratie et Participation, à la fois pour leur invitation et puis pour me donner l'occasion de discuter ces deux présentations et de discuter les textes associés que j'ai eu l'occasion de lire la semaine passée, en amont de cette journée. Donc on va écouter pour cette session deux présentations qui ont en commun d'être consacrées à la médiatisation des assemblées délibératives citoyennes. Donc la première sera consacrée à la médiatisation de la Convention citoyenne sur le climat et elle sera présentée par Louis Gaëtan. Louis Gaëtan qui est chercheur à l'École nationale des ponts et chaussées et au CIRED, donc c'est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Les travaux de Louis Gaëtan traitent en premier lieu de l'évaluation des politiques publiques et il nous dira un peu comment il est arrivé justement à ce sujet qui est celui de la Convention citoyenne sur le climat. Et puis la seconde présentation porte une dimension comparative, vu qu'elle porte sur 6 pays européens, sur lequel reviendra donc Vincent Jacquet, qui représente une équipe de 3 chercheurs de l'Université de Namur, qui a travaillé sur le sujet. Donc Vincent Jacquet, dont les travaux portent notamment, mais non exclusivement, sur les initiatives de participation citoyenne, parmi lesquelles les assemblées citoyennes. Je propose qu'on commence avec Louis Gaëtan, excuse-moi. Merci Gaël. Bonjour. Moi, je suis économiste de l'environnement et donc je fais essentiellement de l'évaluation de politique publique, en particulier dans le secteur du logement, MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro, l'interdiction de location des passoires thermiques, si ça vous parle peut-être. Et en donc 2019, je suis un peu sorti de mes bases puisque il y a eu cette Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée et qui m'a intéressé parce que j'ai vu ça comme l'occasion de comprendre pourquoi les préconisations qu'on fait, nous, économistes, en matière de politique environnementale, sont plus ou moins bien reçues. Et j'ai répondu pour ça à un appel qui avait été fait par Jean-Michel Fourniot de contribuer à l'observation par les sciences sociales du dispositif. Et donc, on a produit beaucoup de recherches dans cette démarche. Et ensuite, l'expérience m'avait bien plu, l'objet continuait à m'intéresser. Je me suis dit, pourquoi ? Ça pourrait être intéressant aussi d'étudier la couverture médiatique quand elle a été faite. Et là, je suis encore plus sorti de mes bases, puisque vraiment, les médias, ce n'était pas vraiment un objet d'étude pour moi. Donc, ça m'a conduit à ce travail qui a été fait avec Sophie Hartwig, qui était une étudiante de Sciences Po, où j'enseigne également. Et c'est la première fois qu'on présente ce travail. Donc ça fait beaucoup d'avertissements. Ça veut dire que je vais vous demander d'être indulgent. Mais le corollaire, c'est aussi que je suis très preneur de vos commentaires. Donc pour rappel, les conventions citoyennes, c'est un nouvel outil de la démocratie délibérative qui vise à surmonter la crise de la démocratie au moins représentative. Et les conventions citoyennes donc, reposent sur 3 piliers. D'abord, un tirage au sort de participants, un tirage au sort qui est stratifié pour être représentatif de la population. Et en cela, il y a une légitimité puisque le processus est considéré comme inclusif. Ensuite, c'est un dispositif qui promeut la délibération, donc c'est-à-dire l'échange structuré de perspectives, et surtout l'échange en petits groupes pour garantir le calme et la sérénité des échanges. Donc, pour la Convention citoyenne pour le climat, il y avait 150 participants. Donc là, on atteint un impératif ou une légitimité démocratique via la délibération. Par contre, il y a un aspect qui met en question la légitimité démocratique de ces outils, c'est qu'il
il coupe en gros les participants de la participation de masse, qui est plus le cas des élections. Et donc, ils sont parfois vus comme un raccourci démocratique. Donc, le mini-public est un raccourci vers le macro-public, donc un raccourci vraiment au sens illégitime. Donc ça, c'est un petit peu la démocratie délibérative pour les nuls, vous me pardonnerez. Mais donc, pour surmonter cette limite principale des conventions citoyennes, on peut se demander comment le mini-public peut entrer en résonance avec le macro-public. Et moi, je me suis intéressé au rôle que pouvaient jouer les médias dans cette résonance. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a deux présentations, celle de Manon et David Chavalarias ce matin, qui nous ont quand même rappelé que les médias traditionnels restaient une source d'information quand même assez centrale pour les citoyens. Et l'intérêt des médias, c'est donc qu'ils sélectionnent l'information et ils la synthétisent, donc ils peuvent permettre une diffusion plus efficace de l'information, mais en contrepartie, il y a forcément un cadrage via cette sélection, voire une éditorialisation. Donc, il n'y a pas une stricte neutralité de l'information. Et donc, il y a deux questions de recherche qui peuvent être intéressantes pour savoir comment les médias pourraient contribuer à cette résonance des conventions citoyennes. C'est d'abord comment ils couvrent l'événement. Donc là, et c'est nous ce qu'on va faire en analysant le contenu de la couverture médiatique de l'événement. Et derrière, comment cette couverture elle est perçue par le grand public. Et là, malheureusement, nous, on n'a pas pu l'étudier. Ça demande une analyse d'audience, éventuellement via les réseaux sociaux, via les commentaires sur les articles. C'est un autre exercice qu'on n'a pas pu conduire. Donc on se limite à vraiment la première question qui est au fond très descriptive. Donc il y a quelques analyses de conventions citoyennes qui existent. Et pour faire simple, il y a deux approches. D'abord des analyses de corpus, où là, les corpus sont en général assez minces, mais ce qui ressort donc de ces études qui ont été appliquées au Canada, Australie, Irlande, Écosse et Grande-Bretagne, c'est que justement la couverture est mince, ce qui traduit un intérêt assez limité pour ces dispositifs, mais quand on regarde la tonalité des articles, c'est plutôt positif. Et une deuxième approche dans la littérature, c'est de faire des entretiens avec des journalistes pour voir un petit peu ce qui fait la valeur journalistique de l'événement. Et ce qui est mis en évidence ici, donc deux études, c'est que l'aspect novateur de ces dispositifs peut être une source d'intérêt, ainsi que le fait qu'elles aient des débouchés forts, du moins si elles en ont. Donc nous, dans ce contexte, notre approche, vraiment, elle est descriptive. Elle va être assez quantitative, mais vraiment descriptive. Encore une fois, si je reviens à la diapo précédente, on ne traite pas l'aspect causal de quel est l'effet du traitement médiatique sur la résonance, mais vraiment juste quel est le traitement médiatique. Mais je dirais que l'intérêt ici, c'est que notre analyse, d'une part, elle part d'un corpus plus conséquent que ce qu'il y a dans la littérature, et la couverture qu'on étudie, elle est systématique, c'est-à-dire on a regardé vraiment la plupart des titres de presse qui comptent, et on a regardé vraiment tous les articles qui avaient été publiés sur la question. Donc ça, c'est pour l'approche quantitative. Et on a couplé en fait approche quantitative et qualitative en conduisant également des entretiens avec les journalistes. On s'est focalisé sur la presse écrite parce qu'on sait que la presse écrite a un rôle prescripteur. C'est souvent les sujets à la radio ou à la télé. Ils partent en général alors, c'est pas dit explicitement, mais souvent, c'est que le sujet a été couvert dans la presse écrite pour qu'il percole dans les autres médias audiovisuels. Donc, pour rappel sur la Convention citoyenne pour le climat, qui est notre cas d'étude, c'est vraiment une expérience majeure en termes de convention citoyenne
tout sujet confondu, hein. C'est vraiment celle qui a eu le budget le plus important et qui a été probablement la plus retentissante. Enfin, les 5 millions de budget, là, je pense que la deuxième convention la plus chère. Enfin, moi, je ne connais pas le coût des autres conventions qui ont eu lieu depuis en France, mais à l'époque, c'était vraiment plus d'un facteur 10. Enfin, la deuxième convention la plus chère était plus de 10 fois moins coûteuse. Il y a 149 mesures qui ont été proposées par les citoyens, donc c'est quand même beaucoup, et une partie a été reprise dans la loi climat et résilience qui a été publiée en 2022. Donc il y a eu une certaine conséquentialité. Sur l'intensité de la reprise des actions, il y a débat, mais en tout cas, il y a quand même eu une suite législative. Et évidemment, il y a eu un portage très fort, puisque c'est un dispositif qui a été décidé par le président de la République et dont il a prétendu à son lancement qu'il reprendrait les propositions sans filtre, sans jamais être vraiment très clair sur ce que ça signifiait. Une autre caractéristique intéressante, c'est qu'elle a été très ouverte aux médias, cette convention citoyenne, et c'est pas du tout systématiquement le cas. Par exemple, dans la Convention pour le climat britannique, ça n'était pas le cas. Donc là-dessus, quelques résultats de recherche, et notamment un article dont j'ai coordonné la rédaction avec les 29 autres chercheurs en sciences sociales qui ont couvert l'événement. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait une forte cohésion du dispositif, c'est-à-dire il a vraiment créé du consensus entre les participants. Ça ne s'est pas fait tout seul, hein, il y a eu beaucoup de cadrage, mais il y a eu vraiment cette forte cohésion interne. En revanche, il y a eu vraiment un faible écho auprès du macro-public, et on l'a mesuré par des sondages auprès d'échantillons représentatifs de la population, et on trouvait que vraiment il y avait un scepticisme exprimé à l'égard du dispositif de la population. Et d'ailleurs, on peut considérer qu'il y a eu aussi un scepticisme des citoyens participants à l'égard du grand public, puisqu'ils ont refusé que leurs propositions soient soumises à référendum. Donc ça, on le documente un petit peu. La notoriété, donc ça c'est peut-être la seule mesure un petit peu d'écho et de résonance qu'on a, c'est que la notoriété du dispositif a été de 22% avant la publication des résultats et 42% après. Donc les gens en avaient entendu parler, mais pas non plus avec beaucoup de détails. Donc notre approche, donc je vais vraiment me concentrer sur la partie quantitative, parce que, notamment parce que c'est Sophie, ma co-autrice, qui a mené les entretiens avec les journalistes. Donc moi, j'ai vraiment plus été en charge de ça. Donc ça va être une analyse quantitative, donc même précaution, avertissement que ceux qui ont été faits lors de la session précédente, sauf que là, c'est moins bien fait, parce que c'est vraiment purement descriptif. On n'a pas du tout d'analyse multivariée comme on a vu précédemment. Donc, on a collecté 3600 articles issus de 37 titres de la presse nationale. Donc, on a commencé le jour de l'annonce de la convention et jusqu'au 1er septembre 2022, donc longtemps, un an après la publication de la loi. Donc, on a cherché dans tous les titres qui sont à l'écran les articles qui traitaient de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on a 7 quotidiens nationaux, 20 quotidiens régionaux, donc à peu près 2 par région, des magazines et 2 pure player web qui sont Mediapart et Actu. Et on a complété ça donc avec les entretiens qui ont été réalisés il y a un an par Sophie Hartwig. Elle a interviewé 8 journalistes, la plupart spécialisés en environnement. Et surtout, c'était des journalistes qui avaient été accrédités pour l'événement, donc qui avaient participé en présentiel, qui l'avaient couvert en présentiel. Et ces 8 personnes représentent 7 titres, donc ceux qui sont surlignés en gras à l'écran, plus l'AFP et France Info, qui sont assez des vecteurs aussi importants.
Donc en termes de volume, voici les titres qui ont le plus couvert l'événement, qui ont publié le plus grand nombre d'articles. Donc dans le top 10, au cas où ce soit peu visible, donc on a Le Figaro, ensuite Le Monde, Ouest France, Libération, Reporter, Les Échos, Le Point, La Voix du Nord, Le Parisien et l'Obs. Donc vous voyez quand même principalement les grands titres de la presse nationale, mais aussi quelques grands titres de la presse quotidienne et régionale et quelques magazines. Donc on est quand même à ce top 10, là, ils ont publié plus de 100 articles sur le sujet. Et quand on corrèle donc ce nombre d'articles par titre en abscisse avec une mesure d'audience de chaque titre, alors on n'a pas de la mesure d'audience pour tous, hein, mais pour ceux où on l'a, on voit qu'il y a quand même une corrélation assez nette. Voilà. Plus vous avez une large audience, plus vous avez couvert le sujet. Ensuite, si on s'intéresse à la temporalité, donc là, c'est le nombre d'articles par mois sur toute la période, avec quelques points de repère. Donc la zone couverte en rouge, c'est la durée vraiment de la Convention citoyenne, donc de octobre 2019 à juin 2020. Et j'ai mis en évidence quelques moments clés. Donc le tout début, c'est l'annonce du dispositif. Donc, je rappelle, annonce par Emmanuel Macron lors de la clôture du grand débat national qui se voulait comme une première réponse à la crise des Gilets jaunes. Le lancement du dispositif en septembre-octobre 2019. Donc là, on voit un premier pic de couverture. En janvier 2020, on a un deuxième pic, et là, c'est lorsque Emmanuel Macron est venu rencontrer les citoyens lors de la 4e session de la Convention citoyenne. Ensuite, il y a eu le Covid, on s'en souvient tous. Mais la Convention citoyenne, donc ça a décalé la fin de la Convention, mais il y a quand même eu des sessions qui se sont tenues en ligne. Et la proclamation des résultats en juin 2020 avec réception des citoyens à l'Élysée, donc ce qui a généré vraiment un très fort écho médiatique. Et dans la période qui suit, il y a tous les débats parlementaires et on voit que là, la couverture se situe à un niveau moyen assez élevé. Il y a notamment en février 2021, il y a une nouvelle session qui a été organisée pour que les citoyens fassent leur retour d'expérience. Et on voit qu'il y a un petit pic à ce moment-là aussi. Et ensuite, on a la loi en septembre 2021. Donc là, on voit que, clairement, c'est au moment des résultats qu'il y a eu un gros pic. Ensuite, on a essayé de catégoriser le contenu des articles. Donc là, on tokenise les mots et on a créé nous-mêmes des catégories. Donc 5 catégories qui sont la dimension politique, plutôt les mesures, le processus lui-même, l'impact du processus et le Covid inévitablement. Donc dans le tableau, vous voyez un peu les mots-clés qu'on a mis dans chaque catégorie. Et ce qui ressort ici, c'est que les aspects politiques, donc par exemple Assemblée nationale, députés, ministres, tout ce qui est lié très à ces mots, est le plus fortement mentionné dans les articles. Ensuite vient tout ce qui relève des mesures. Mais pour les aspects procéduraux, plutôt, on est un petit peu, on décroche un peu. Si on regarde plus en détail les termes les plus fréquents, alors là, on a voulu dissocier ce qui s'est passé pendant le processus et après. Et pendant le processus, donc les 3 mots-clés qui ressortent, c'est coronavirus, référendum et Macron. Et après, donc, dans tous les débats parlementaires, c'est loi, 5G et Macron. Donc, je vais revenir plus précisément sur ces mots-clés. Donc là, clairement, on a fait un focus sur les noms propres et lesquels reviennent le plus fréquemment. Et alors là, on voit à une écrasante majorité que Emmanuel Macron est un peu la star de ces articles. Bon, là, je pense que clairement, on voit qu'on est en France et que la
personnalité du président de la République est assez centrale dans beaucoup de choses, et surtout dans le premier mandat Macron où l'Assemblée était majoritaire pour son gouvernement. Donc je pense qu'il y avait une hégémonie beaucoup plus forte qu'actuellement. On voit que c'est même pas le Premier ministre qui arrive en deuxième, c'est plutôt Barbara Pompili, qui était ministre de l'écologie à l'époque, qui s'est beaucoup impliquée dans cette convention. Donc là, je pense, ici, comme dans un peu tout ce que je montre, je pense que c'est des choses assez attendues qu'on savait, mais voilà, là, on les objectivise quand même grâce à notre collecte de données qui, encore une fois, est systématique. On s'est intéressé aussi au terme de référendum, puisqu'on a vu que, si je reviens sur la première partie, il revient très fréquemment. Or, le référendum, c'est vraiment un sujet très important, puisque un des débouchés possibles d'une convention citoyenne, c'est d'aller au référendum, et c'est ce qui peut justement créer cette résonance. Donc on voit, donc, je reviens à nouveau, que ce terme a intéressé vraiment beaucoup les journalistes, et sa couverture, elle correspond vraiment à la dynamique plus générale du dispositif que je vous ai montré précédemment. Ici, on l'a montré en miroir, la couverture du terme sans filtre, qui a été très important aussi, qui a attiré beaucoup de commentaires. En fait, finalement, il a beaucoup moins préoccupé les journalistes que cette question du référendum. Ensuite, on s'est intéressé aux mesures qui avaient été proposées et comment elles avaient été traitées. Donc, je vous rappelle, 149 mesures, à la base même 150 mesures proposées par les citoyens en groupe de travail, et ensuite ils ont voté en plénière sur celles qui proposaient effectivement. Ils ont retenu toutes les mesures, sauf une, qui était la réduction de travail à 28 heures, 28 heures par semaine, qu'on aperçoit, qui a été commentée ici. C'est la deuxième en partant du bas. Mais sinon, toutes les autres mesures ont été proposées. Alors, évidemment, il y avait énormément de mesures, 150, très peu d'études d'impact. Donc, c'était forcément assez dur pour les citoyens de s'y retrouver, et peut-être aussi pour les journalistes de sélectionner quelles mesures présenter en particulier. Ce qu'on voit quand même, c'est que celle qui a attiré le plus d'attention, c'est le moratoire sur la 5G. Donc là, c'est vrai que ça a été une mesure très abondamment discutée, parce qu'il y a des enjeux finalement de décroissance derrière. Donc, ça a été très discuté. Ensuite, révision constitutionnelle et criminalisation de l'écocide, qui sont les deux mesures qui ont également été beaucoup commentées. Ensuite, la réduction de la publicité, la réduction de la vitesse à 110 km/h sur autoroute, l'interdiction des vols aériens domestiques, etc. Donc ce qu'on observe ici, c'est que ces mesures, ce n'est pas forcément celles dont on s'attend à ce qu'elles aient un impact en termes de réduction d'émissions de CO2 le plus fort. Là, on voit la seule qui avait été qualifiée de très impactante par le comité, le groupe d'appui aux citoyens, donc les experts qui conseillaient les citoyens, c'est la rénovation énergétique des logements. Mais vous voyez que ce n'est pas celle qui a focalisé le plus d'attention. Il y a quelque chose qui, a posteriori, est intéressant aussi, c'est que les questions de ZFE, donc zone à faible émission, ou de ZAN, zéro artificialisation nette, elles n'apparaissent pas ici, alors qu'elles ont été inscrites dans la loi suite à la Convention citoyenne, et depuis, elles attirent vraiment beaucoup de commentaires, et voire de crispations. Donc là, on n'avait pas forcément, à ce stade, les médias n'avaient pas forcément vu venir la crispation autour de ces mesures. Enfin, dernier résultat quantitatif, on a essayé d'étudier un petit peu la tonalité
des articles. Donc là, on s'est concentré sur 3 titres que vous connaissez bien et que vous n'aurez pas de mal à classer sur un axe gauche-droite. Donc je vous rappelle que ces 3 titres, c'est ceux avec Ouest France qui ont le plus couvert la convention. Donc c'est intéressant de s'intéresser à eux. Ils sont assez représentatifs à la fois quantitativement et aussi ils offrent un spectre intéressant. Les résultats sont peu lisibles, je m'en excuse, mais je vais vous guider un petit peu. Donc pour chaque titre, on a une boîte à moustaches à gauche qui donne un sentiment moyen exprimé dans les articles. Voilà, exprimé dans les articles. Donc un sentiment moyen, ça veut dire que en gros 0,5, ça veut dire que c'est neutre. 0, ça va être négatif et 1, ça va être positif. Okay. Et là, ce qu'on observe, c'est que ces 3 médias, en moyenne, dans leurs articles, ils sont à 0,5. Donc vraiment traitement neutre dans la tonalité des mesures. Et quand on se concentre cette fois, non pas sur les articles, mais sur les opinions, les éditoriaux, là on voit légèrement un gradient qui va dans le sens plutôt attendu, c'est-à-dire qu'on a une couverture, une tonalité plutôt positive chez Libération, neutre chez Le Monde et plutôt négative chez Le Figaro, mais ça reste quand même un signal très faible. Et je dois dire que c'était plutôt une surprise pour nous. On s'attendait à des différences de tonalité plus marquées. Quelque chose me dit que voilà, peut-être 5 ans plus tard, aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, la tonalité dans ces titres serait différente, les résultats seraient différents, mais ça n'est que spéculation. Enfin, quelques mots sur les entretiens avec les journalistes qui complètent bien nos résultats. Donc vraiment, là, un extrait, il y avait vraiment beaucoup de choses. C'est la faiblesse de la convention, trop de choses. Voilà, je vous rappelle qu'il y avait 5 groupes de travail, se loger, se nourrir, se déplacer, etc. Et même les citoyens étaient un petit peu paumés devant l'ampleur de la tâche. Et je vous rappelle le mandat. Le mandat, c'était trouver des solutions pour réduire les émissions de CO2 de la France de 40% d'ici 2050 dans un esprit de justice sociale. Donc on n'était pas du tout sur des questions très précises comme il y avait eu en Irlande sur l'avortement ou le mariage homosexuel, ou comme il y a eu plus tard en France sur la fin de vie. Voilà. Là, on était sur quelque chose d'énorme, en fait. Et donc, ça, les citoyens s'en sont beaucoup plaints, entre guillemets, et ça ressort aussi auprès des journalistes. Et d'ailleurs, nous, les chercheurs, on l'a très concrètement verbalisé aussi dans nos articles. Donc, un autre exemple, c'était vraiment un objet journalistique compliqué, je trouve. Ce serait comme essayer de raconter l'Assemblée nationale, mais une Assemblée nationale qui se créerait, et donc raconter à la fois les mécanismes. Bref, c'est gigantesque. Voilà. Et dernier extrait, je trouve que la couverture des solutions n'a pas été très correcte dans l'ensemble. Donc là, le journaliste se plaint que forcément, quand on commente une mesure comme la réduction de limitation de vitesse à 110, on se focalise sur des détails et on perd l'idée que c'était tout un ensemble sur lequel les citoyens ont travaillé. Donc si on prend leurs mesures une par une, elles peuvent sembler un peu dérisoires, mais que mises tout ensemble, c'est là où elles forment un tout cohérent. Et ça, beaucoup des confrères, d'après cette personne, ont perdu de vue ce tout. Donc pour conclure, je pense qu'on a, avec cette étude, confirmation de résultats existants. Je vais vraiment rester modeste. Là où on a de la valeur ajoutée, c'est qu'on le fait à une échelle sans précédent dans la littérature et encore une fois de façon systématique. Donc vraiment, il me semble qu'on objectivise certaines choses. On voit que la temporalité et le contenu, ils sont déterminés évidemment par la dimension politique et évidemment
Macron, la figure de Macron prend un rôle écrasant. Il y a un intérêt plus spécifique des médias pour la conséquentialité. Et on le voit avec l'intérêt pour le référendum et notamment pour les mesures. C'est-à-dire vraiment, pour qu'on s'intéresse à cet objet, il faut qu'il débouche sur quelque chose de concret. Et ça, c'est important. Il y a un intérêt relativement plus faible pour le processus délibératif lui-même. Il y a eu peu d'articles, finalement, un peu de sociologie des participants. On s'est plus concentré sur les aspects techniques du dispositif. Et en cela, je dirais que les journalistes, ils ont rencontré les mêmes difficultés à la fois que les citoyens et que les chercheurs, puisque c'était très dur à suivre. On peut en témoigner parmi le groupe des 30. Donc en termes d'implication, si les médias peuvent contribuer à la résonance entre le mini-public et le macro-public, on voit qu'un portage politique fort, ça a une valeur journalistique, donc ça fait venir les médias. Et on a des verbatims assez intéressants dans l'article sur les journalistes environnement qui ont couvert tout le processus et qui, vers la fin, voyaient leurs collègues des rubriques politiques vouloir se joindre à eux. Donc, portage politique important. Et aussi, et ça rejoint une question plus générale sur les conventions citoyennes. S'il y a un débouché politique, évidemment, c'est presque tautologique, mais ça a une valeur journalistique. Mais c'est important parce que c'est une des principales limites aujourd'hui des conventions citoyennes, c'est que c'est des dispositifs expérimentaux qui n'ont pas de valeur juridique. Et donc, au moment où vous vous lancez là-dedans en tant que citoyen, vous ne savez pas du tout ce que vaudra votre travail et si vous avez vraiment servi à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Et pour cette première présentation donc, des résultats de cette analyse, je vais donner la parole à Vincent, dont on va voir justement que en fait, sa contribution va permettre aussi d'imbriquer la présentation précédente dans un ensemble peut-être plus large. Encore une fois, il s'agit d'un travail mené dans 6 pays européens qui va nous être présenté et qui comprend évidemment la France et la séquence qui vient d'être analysée par ailleurs. Voilà. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Ce que je vais faire aujourd'hui... Il marche là, le micro? Ok, ça va. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter des résultats d'un projet de recherche plus large qui vise à analyser l'influence, l'impact des assemblées citoyennes dans les pays européens ces 10-15 dernières années. Et bien sûr, l'influence et l'impact, c'est un concept central pour les sciences humaines et sociales, mais difficile à manier. On essaie de regarder différentes dimensions. La plupart des forces de travail de ce projet sont mises sur l'analyse de l'action publique, sur l'analyse des décisions publiques et sur les mécanismes de rapport de force entre partis, mouvements sociaux, administration, experts. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une autre dimension qui est complémentaire, si l'on veut, à l'influence de ces assemblées citoyennes, qui est celle de l'impact sur le débat public médiatique. Et donc l'objectif de ce projet, il vise à analyser les assemblées citoyennes, certainement pas parce qu'on considérait que c'est la panacée de la participation citoyenne, mais parce que, vu le succès qu'elles ont eu, et c'est peut-être d'ailleurs fini, ces 10 dernières années, c'est un bon outil pour analyser les illusions, les impasses, les espoirs qu'on peut avoir par rapport à la modification de nos modes de participation démocratique. Derrière l'ensemble du projet, il y a une volonté de se dissocier de la domination du paradigme délibératif dans le champ. Alors c'est beaucoup moins le cas en France que dans la littérature plus internationale,
Mais l'idée, c'est de ne pas de regarder ces dispositifs comme potentielle expérimentation d'une délibération, mais plutôt de décaler le regard sur l'insertion de ces arrangements institutionnels dans le système politique plus large, et de voir comment est-ce que les acteurs institutionnels et extra-institutionnels qui gravitent autour interagissent, utilisent ces dispositifs dans leurs interactions. Et par rapport à cette insistance sur la notion d'arrangement institutionnel, il y a un aspect dual qui nous paraît assez important, c'est qu'on peut les considérer comme des processus. Et ça, c'est ce qu'on fait souvent dans la littérature issue de la démocratie délibérative, en se posant la question de l'inclusion, de la transparence, de l'ouverture, de la qualité des échanges. Mais ce qu'on fait peut-être moins dans la littérature internationale, c'est aussi de regarder ce que produisent ces processus en termes d'orientation de politique publique. Quelle est leur couleur idéologique? Quelles sont les espérances des différents acteurs par rapport à où est-ce que ça va aller taper? Et une fois que les recommandations ont été proposées dans l'espace public, comment est-ce qu'elles sont recodées et comment est-ce qu'elles avantagent ou non certains groupes sociaux. Et donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc l'influence sur l'espace public, en regardant bien sûr par une optique très particulière, et donc en ça je suis vraiment dans la poursuite de la précédente présentation, en considérant que malgré la perte d'importance des médias de presse écrite, ça reste un outil important dans la conduite de l'agenda public et dans ce qui va attirer l'agenda public. Et par rapport à ça, l'objectif ici... Oui, excusez-moi, mes slides sont en anglais, mais je fais surtout la présentation en français. Donc l'objectif ici, c'est d'analyser et de comparer le type de débat public généré par le développement des assemblées citoyennes, soit proposé, soit mis effectivement en œuvre par les pouvoirs publics. Et ici, on a une définition très large des assemblées citoyennes qui comprend les mini-publics, qui prend les conférences de consensus, les sondages délibératifs, les panels citoyens. Et notre objectif, c'est de comparer comment est-ce que c'est connecté aux événements, aux conflits politiques, quels sont les acteurs qui les portent, qui les critiquent, et à quel type de narratif dominant c'est associé. Et dans le cadre de cette analyse comparative, on souhaite vraiment pouvoir saisir le discours dominant dans les différents espaces publics. Et c'est la raison pour laquelle on a à chaque fois choisi 2 journaux de presse écrite. Alors en essayant d'avoir une certaine balance entre centre-gauche, centre-droit. Souvent, lorsqu'on présente les résultats de cette recherche, lorsqu'on vient d'un pays, on n'est pas d'accord avec le choix qui a été fait pour le pays. Mais dans un souci, bien sûr, de pouvoir traiter ces différentes données, on a dû faire un choix, donc en essayant de prendre, dans les journaux les plus importants, avoir quand même une diversité de tendances. Et vous avez ici les 6 pays qu'on a traités dans le papier qui a été envoyé, et on est pour le moment en train de rajouter la Pologne et la Norvège pour avoir plus d'ampleur et de diversité. Alors, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a recherché tous les articles qui mentionnaient la notion d'assemblée citoyenne ou ses dérivés, ce qui nous donne d'un point de vue quantitatif l'image suivante. Au-dessus, à gauche, on voit que sans surprise, depuis 2010, le nombre d'articles traitant des notions tend à augmenter. Et vous avez ici la vue pour tous les journaux que nous avons pris en considération. Il y a des pays où on en parle très peu, par exemple le Portugal, et ce n'est pas étonnant parce que c'est le pays en Europe où on en a organisé le moins ces 15 dernières années. Mais il y a également des pays où on en parle beaucoup, comme au Royaume-Uni, et c'est plutôt ici dans The Guardian, alors qu'on n'a pas organisé tellement d'assemblées citoyennes ces dernières années, et je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes. Alors, notre objectif dans cette recherche, elle est vraiment de pouvoir donner un mapping général du ton et des dynamiques politiques derrière
le discours public par rapport à ces assemblées citoyennes. Et donc, contrairement à mon collègue, on assume ici une position qualitative et interprétativiste, où on a lu en fait tous ces articles avec mes deux collègues pour essayer d'analyser quel était le framing, les narratifs dominants et la façon de parler dominante par rapport à ces assemblées citoyennes, avec une vue donc importante sur les différences entre les différents pays. Et pour essayer de synthétiser ces différences, on a développé une typologie suivante, qui est donc été construite à partir de notre lecture de ce corpus, qui distingue en fait 4 principales façons de traiter des assemblées citoyennes, et qui sont assez différentes les unes des autres, et qui, vous le verrez, ne sont pas de même ampleur en fonction des différents pays. La première, c'est celle qu'on a appelée representatives-led, qui est celle où, dans les journaux que nous avons lus, les assemblées citoyennes sont essentiellement présentées par le personnel politique, principalement celui aux commandes, qui a la majorité ou qui a l'exécutif, et qui vient dans les articles vendre son dispositif participatif comme signe d'ouverture envers la population et comme signe de capacité à percevoir la méfiance croissante des citoyens envers le système politique. Et dans ce type de séquence politique, par rapport aux assemblées citoyennes, telles qu'elles se révèlent dans notre analyse de discours ici dans les médias, on voit que les assemblées citoyennes donc, viennent vraiment du centre, viennent des élus qui sont aux manettes. Et ce qui est essentiellement discuté, c'est leur contribution à l'évolution du modèle représentatif électoral. Et en quoi l'ajout de ces dispositifs vont venir améliorer la qualité de la représentation électorale. Alors, il y a quelques débats qui peuvent émerger par rapport à soit la sincérité des élus qui le mettent en place, soit, en fait, la question de savoir si ces dispositifs sont amenés à remettre en cause fondamentalement et à remplacer l'élection. Dans l'ensemble de notre corpus sur les 6 pays, en fait, il n'y a personne qui défend une posture où on remplacerait des élections par des assemblées tirées au sort. Mais il y a toujours donc cette idée de complémentarité. Alors, ce type de séquence, elle est dominante dans mon pays, qui est la Belgique, qui a été considérée par certains comme un laboratoire important de la démocratie délibérative, où là, on voit que l'attention portée aux assemblées citoyennes, elle vient vraiment d'un discours venant des pouvoirs publics, des présidents d'assemblée, des gouvernements qui mettent en place ces assemblées citoyennes, avec beaucoup d'articles qui traitent de la mise en place de ces dispositifs, des caractéristiques, mais avec une couverture médiatique quasi nulle des recommandations produites par ce type d'assemblée. Et donc, on n'a pas en Belgique de couverture importante sur ce qu'ont donné les assemblées climat, ni comment est-ce que les différents acteurs se positionnent par rapport aux recommandations. Donc tout le discours sur les assemblées citoyennes est vraiment dominé par la parole des élus. C'est le premier type de séquence. Le deuxième type de séquence, c'est celui qu'on a appelé contestation driven séquence, c'est que là, l'Assemblée citoyenne, elle apparaît dans le débat public non pas à partir de la voix des élus, mais à partir de la voix d'acteurs qui viennent contester l'action des pouvoirs publics. Toujours du côté plutôt progressif ou gauche, et il y a beaucoup de différences bien sûr dans la façon dont on peut définir le progressisme et de la gauche, mais on a des acteurs qui utilisent l'appel à l'Assemblée citoyenne pour venir contester l'action d'un gouvernement. Alors ça rassemble toutes les demandes de la société civile à mettre en place des assemblées citoyennes par rapport à des enjeux précis en contestation du gouvernement. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé beaucoup en Angleterre,
avec le mouvement Extension Rebellion qui est largement, qui fait l'objet d'un traitement médiatique important dans les articles britanniques, où là vous voyez tout de suite qu'on a un rapport assez différent à l'Assemblée citoyenne. C'est que, ici déjà ce sont des demandes d'Assemblée citoyenne venant de la société civile, avec une relation à l'aspect substantif beaucoup plus important. Donc il ne s'agit pas d'avoir ici un discours uniquement sur les procédures, mais il s'agit, dans le chef de ces activistes, tel que leur discours est répété par les journalistes des deux journaux que nous avons analysés, fortement lié à le type de politique publique que ça devrait mettre en œuvre. C'est-à-dire que à la fois on réclame une assemblée citoyenne, mais on explique que ça permettra de se dissocier du complexe industriel capitaliste qui dirige actuellement les politiques publiques, et que si on tire des citoyens au sort, on aura beaucoup plus de chances d'avoir des politiques publiques qui prennent une direction environnementale et sur les choix sociotechniques différents du statu quo. Et on voit donc ici que dans ce type de séquence, l'Assemblée citoyenne, elle s'ancre beaucoup plus dans les clivages politiques. C'est ce qu'on voit également dans les débats post-CCC en France, où une fois que les recommandations ont été présentées au public, comme on l'a vu tout à l'heure, on va avoir beaucoup d'articles dans le Figaro et dans Le Monde qui donnent la parole à des acteurs, soit des partis politiques, soit des experts, soit des représentations de la société civile, notamment environnementale, qui vont se positionner par rapport aux recommandations. Et par la suite également, surtout dans le Figaro, on a beaucoup d'articles. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, notre analyse qualitative ne donne pas du tout les mêmes résultats. Donc on a un ton qui est très différent dans le Figaro et dans Le Monde. Dans le Figaro, vous avez tous ces articles qui présentent l'Assemblée citoyenne comme les Khmers verts et la pointe j'oublie certaines métaphores qui ont été utilisées, mais donc on a l'impression qu'on est vraiment que l'Assemblée citoyenne portait une modification fondamentale des structures économiques, et que Macron allait d'ailleurs les suivre. À l'inverse, Le Monde donne beaucoup la parole au gouvernement pour expliquer que beaucoup de recommandations ont été mises en place, et Le Monde donne aussi beaucoup la parole à la société civile, qui, de plus en plus, et ça on voit que ça monte de mois en mois après l'Assemblée citoyenne, jusque pendant la campagne présidentielle, prend comme point d'appui les recommandations de l'Assemblée citoyenne pour critiquer la politique gouvernementale et pour expliquer que le gouvernement de Macron a quasiment pas mis en place de politique publique, en tout cas en ce qui concerne les recommandations les plus importantes de l'Assemblée citoyenne. Donc là, on est toujours dans mon deuxième type de séquence sur un usage lié à la contestation. Le troisième type de séquence, c'est plutôt lié au débat médiatique lorsqu'une assemblée est mise en place, et surtout en fait de ce qu'on observe dans un pays qui est celui de l'Irlande. Et donc pour quelques assemblées irlandaises, donc pas toutes, mais pour les deux assemblées qui ont eu le plus de retentissement, c'est-à-dire celle sur le mariage homosexuel et sur l'avortement, on voit que là on a un débat médiatique qui touche à l'Assemblée citoyenne parce qu'on en parle beaucoup, mais ce qui nous a fortement impressionné, ou plutôt intéressé, c'est que le principe même de l'Assemblée citoyenne n'est pas discuté dans les deux journaux irlandais que nous avons utilisés. Donc, c'est-à-dire que les dispositifs sont mis en place par les gouvernements, et le débat public est essentiellement sur les positions pro-choice ou non, sur avortement ou pas avortement, sur mariage homosexuel ou pas mariage homosexuel. Et l'Assemblée est vue comme un dispositif qui rend des recommandations. Mais en fait, la question de la légitimité du public qui en fait partie, de la légitimité du dispositif, est quasiment pas présente dans le débat public médiatique. Encore une fois, uniquement les deux journaux que nous avons analysés. Mais ce qui fait débat, c'est les positions en elles-mêmes, les différents arguments. Et d'ailleurs,
les assemblées en elles-mêmes font l'objet d'un traitement médiatique pendant qu'elles se déroulent. Et si vous vous rappelez peut-être qu'on a d'ailleurs des mouvements sociaux qui sont aux portes des assemblées citoyennes et qui viennent réclamer des choses par rapport à ces deux questions-là. On a un quatrième type de séquence qui est liée à la faible visibilité lorsque quelques dispositifs sont organisés, mais qui sont peu reliés aux conflits politiques, aux événements politiques du pays. Alors, ici, notre figure, elle vise un peu à montrer que en fait, les tendances, elles ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Si vous regardez la première ligne, mon pays, la Belgique, on voit que là, le discours est essentiellement axé sur une séquence representative-led. À l'inverse, si vous regardez le Royaume-Uni, même s'il y a eu des assemblées citoyennes qui ont été organisées par les pouvoirs publics, leur traitement médiatique, il est plutôt lié aux demandes d'assemblées citoyennes faites par la société civile. J'ai beaucoup parlé d'Extension Rebellion, mais on a également beaucoup de demandes d'assemblées citoyennes dans tous les débats post-Brexit, avec toutes ces personnes qui expliquent qu'on aurait sans doute eu ou non un résultat différent, où on pourrait prendre ou non des positions différentes si on organisait une assemblée citoyenne, et des situations un peu intermédiaires en fonction des autres pays, mais je vois que le temps presse. Ce qui m'en vient à conclure la chose suivante, c'est qu'on a un dispositif d'assemblée citoyenne qui semble avoir traversé l'Europe ces 10 dernières années, qui semble être un dispositif unique, mais qui montre en fait des fortes différences d'ancrage dans les débats publics en fonction des pays et en fonction également de l'évolution historique. Et que pour, à mon sens, bien saisir ces différences, il faut regarder comment est-ce que ça impacte les débats procéduraux sur l'évolution de la démocratie. Mais il faut aussi regarder comment ça s'agrège et ça se touche aux débats plus substantiels de politique publique, d'opposition entre partis politiques, et comment c'est intégré ou non dans les clivages politiques et dans les divisions sur des sujets concrets. Et par rapport à ça, on voit des dynamiques qui peuvent être différentes entre les sujets éthiques, pour le dire rapidement, comme l'avortement ou le mariage homosexuel, par rapport aux sujets climatiques. On voit qu'il y a d'autres sujets en fait, qui ne prennent pas du tout dans l'espace public. Et donc, on a des configurations politiques différentes par rapport à ça. Et nous, ce qui va nous intéresser par la suite dans le cadre de ce projet collectif, c'est de poursuivre ce type d'analyse au-delà de l'espace public médiatique, mais de voir également dans les mécanismes de prise de décision, soit qu'ils soient visibles, soit qu'ils soient plus invisibles, comment est-ce qu'on a ou non ces différences de configuration politique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent pour cette présentation et merci pour ces deux propositions, alors que je vais discuter avec un regard qui est peut-être un peu singulier pour une journée qui est organisée avant tout par des politistes, vu que ça va être un regard qui est avant tout en Media Studies, sociologie du journalisme. Donc je vais essayer de faire relativement court, justement pour laisser la parole un peu à la salle et qui avancera certainement des questions qui seront beaucoup plus orientées sciences politiques que ce que je vais mettre sur la table. Donc les deux propositions, elles ont en commun, et vous l'aurez remarqué, d'interroger la couverture médiatique consacrée aux assemblées délibératives citoyennes avec un constat ou un postulat qui est partagé entre les deux études. En substance, l'idée que l'impact concret que peuvent avoir les conventions citoyennes dépend très directement de la manière dont elles vont être rendues visibles aux yeux du public, et que dans ce cadre-là, le processus de médiatisation dont elles font l'objet est central et qu'il est important d'aller l'étudier. Les médias, dans les deux papiers, sont considérés comme des acteurs collectifs qui permettent d'articuler en fait, les travaux des mini-publics vers l'opinion publique, vers le grand public, tout simplement. Et comme le soulignent les deux papiers, la médiatisation des assemblées citoyennes en plus est relativement peu étudiée, donc ça vient, ces deux travaux viennent combler en fait un gap qui existe dans la littérature.
Donc un postulat commun à l'origine de ces deux contributions. Et puis ces deux contributions, en conséquence, elles vont se concentrer sur des productions médiatiques. Et là, on voit justement un écart, mais qui a été mis en lumière dans les deux présentations, avec malgré tout un point commun, c'est que dans les deux cas, on traite de corpus qui sont très importants, à chaque fois plusieurs milliers d'articles. On va voir par contre qu'ils ne sont pas traités de la même manière. Les méthodes de travail qui sont employées sont un peu différentes. Le premier corpus, celui qui était présenté par Louis Gaëtan, il est adossé à un grand nombre de publications françaises. Et c'est intéressant parce que généralement, en plus, quand on travaille sur la presse française, on se concentre sur Libération, Le Monde, Le Figaro. Et que là, élargir un peu le spectre de ce qu'on inclut, c'est une initiative qui est la bienvenue. Il y a des titres de presse quotidienne nationale, de presse quotidienne régionale, des titres magazines et des pure players. Y compris des pure players militants, Reporter étant quand même un média qui est avant tout un média militant, et donc adossé à ce corpus une méthode computationnelle d'analyse, enfin en tout cas des méthodes automatisées, qu'il s'agisse d'observer la distribution dans le temps, les occurrences, et on l'a vu avec les occurrences des noms, et puis une sentiment analysis, quelque chose qu'on pratique peu en sciences sociales, et c'est précisé dans le papier, parce que c'est une méthode qui est très marketing et qui pose problème dans l'analyse de certains contenus, et notamment les contenus de presse. De l'autre côté, la contribution présentée par Vincent, elle présente une double singularité. D'abord, présenter des titres de presse de 6 pays européens, ce qui est très conséquent, et puis le faire sur le temps long, 13 ans, c'est quand même très long, avec à chaque fois l'idée de retenir un titre de centre droit et un titre de centre gauche, et puis de procéder à cette analyse de séquence. Et là encore, il faut souligner le travail manuel qui a été entrepris, parce qu'au vu de la taille du corpus, il y a quand même quelque chose qui est important, qui a été entrepris à ce moment-là. Donc le choix de travailler sur ces corpus de presse, il paraît pertinent à plusieurs égards, et ça a été souligné par l'un d'entre vous, je ne sais plus lequel. La sociologie des médias et du journalisme, en fait, elle permet de souligner que les médias écrits, c'est-à-dire ceux sur quoi vous vous êtes focalisés, et en premier lieu la presse quotidienne nationale, ça joue un rôle prégnant dans la définition de l'agenda médiatique et dans la définition des cadrages médiatiques dominants. Et donc en ça, étudier la presse, ça paraît être effectivement quelque chose qui est central. Pour autant, au vu des questions de recherche qui sont les vôtres, c'est-à-dire l'articulation entre ces assemblées délibératives et l'opinion publique, moi, il y a peut-être les corpus auraient-ils gagné à intégrer d'autres médias. C'est particulièrement le cas dans ta présentation, Louis Gaëtan, dans le cas de la Convention citoyenne. Je pense que les journaux télévisés auraient pu être inclus. Bon, déjà parce qu'on a la chance en France d'avoir l'INA qui permet la consignation de ces formats médiatiques, et puis aussi parce que c'est des formats médiatiques qui rencontrent aujourd'hui un succès qui reste inégalé. C'est-à-dire que comparer l'audience de Reporter typiquement avec celle du JT de TF1 inviterait quand même à considérer certains formats médiatiques de ce type-là. Voilà. Et puis, dans le cadre de ton analyse, moi, ça me posait une question, mais qui était liée au fait que dans le papier, et là on en a moins parlé, il y a beaucoup d'assemblées citoyennes qui traitent de sujets qui sont des sujets très locaux. Et par essence, je me suis posé la question de savoir si ça ne nécessitait pas aussi à l'occasion, se concentrer sur des médias qui sont des médias locaux. Ce qui atténue la portée comparative, ce qui m'embêtait donc. Mais en même temps, c'était une question que je me posais, parce que toutes les conventions citoyennes, toutes les assemblées délibératives ne traitent pas de sujets qui sont uniquement nationaux. Et donc, bon, voilà. C'est une question qui est plus en suspens dans ce cadre-là, parce que c'est vrai que c'est lié aussi aux spécificités nationales et aux spécificités de chacun des débats dans ce cadre-là. Alors, les deux contributions, quand bien même elles emploient des méthodes différentes, que leurs corpus sont formés sur des bases différentes, dans les deux cas, on observe que le cadrage dominant dans les productions médiatiques et journalistiques, a fortiori, c'est un cadrage qui va être avant tout politique et au sens le plus institutionnel du terme. Les deux études, elles portent sur des périodes relativement longues. On voit une fluctuation dans les deux cas dans l'attention médiatique qui est portée aux assemblées citoyennes. Mais on observe dans les deux cas aussi qu'en fait, les journalistes y consacrent le plus grand volume de production quand le pouvoir politique initie des conventions citoyennes, quand ces propositions des assemblées citoyennes sont transposées dans la loi et ou quand des partis d'opposition ou des organisations représentant la société civile viennent contester cette transposition dans la loi, ou en tout cas juger que c'est insuffisant. L'attention médiatique, elle est au final bien moindre dès lors qu'on traite des enjeux concrets qui sont discutés
pendant ces moments de délibération. Et ce constat, il dégage des pistes de travail. Alors je l'ai dit, malheureusement ou heureusement, parce que c'est la perspective que je vais défendre là, mais pour les media studies et la sociologie du journalisme en premier lieu, des pistes de travail qui sont à creuser sur les conditions de cette minoration. Et j'en vois deux principales. La première, c'est une dimension qui est la dimension éminemment routinisée du travail journalistique, qui peine à intégrer des objets politiques nouveaux. Et là-dessus, quand bien même tu n'as pas eu le temps d'insister là-dessus, je pense qu'un travail plus fourni sur l'analyse des entretiens et des verbatims qui figurent dans le papier, permettrait justement de renseigner ça. J'ai isolé un verbatim, c'est l'enquêté 7, qui, en parlant justement de la commission de la CCC, on a eu vraiment du mal à trouver cet objet au début, à lui prononcer, à lui donner une grosse place, parce que ça ne semblait pas être un outil de décision. Et en fait, le journalisme étant une activité extrêmement routinisée, des objets qui sont nouveaux, forcément il y a un problème pour s'en emparer, pour lui donner une forme et pour lui donner un sens journalistique à destination du public. Et là, ça apparaît de manière extrêmement saillante dans les verbatims et au final aussi à travers vos analyses. Et puis, il y a une deuxième question que ça pose et qui là n'est pas uniquement propre aux media studies, mais peut-être en fait à la science politique aussi, c'est l'absence d'incarnation de ces assemblées citoyennes. Ce qui pose la question en fait du porte-parole. Qui parle au nom de ces assemblées délibératives, qui est habilité à porter un discours au nom des participants. Et là, encore une fois, dans ton analyse sur qui est-ce qu'on mentionne ou à qui est-ce qu'on donne la parole, bon, alors on voit qu'il y a une surreprésentation d'Emmanuel Macron, mais il n'y a qu'un seul participant à cette assemblée délibérative. Bon, voilà, il y a quelque chose aussi qui se joue à ce niveau-là, du point de vue du porte-parole et du point de vue pour le journalisme, en tout cas, c'est une question qui est centrale, de pouvoir identifier un locuteur habilité à porter la parole. Alors, ces deux... j'ai essayé un peu de faire le pont. C'était sans doute beaucoup plus simple que dans les deux communications précédentes, où peut-être que c'était plus compliqué. Après, j'ai des questions qui sont spécifiques à chacun des textes. Questions ou demandes de précision. Dans le premier cas, donc le cas du texte de Louis Gaëtan, j'ai indiqué, et puis tu as indiqué, vous appuyez donc sur ce gros corpus de 38 titres, vous appuyez aussi sur des entretiens sur lesquels tu n'as pas pu trop revenir en détail, mais on voit que les verbatims, ils permettent d'ores et déjà de donner une certaine densité à certains des constats qui sont apportés, et je pense vraiment il y aurait un sens à les creuser. Alors en fait, j'avais deux principales questions, mais qui découlent d'une même observation. En fait, c'est pour revenir sur le corpus, tu insistes sur le fait qu'il y a une surreprésentation des articles du Figaro, du Monde, Ouest France, Libération et ensuite Reporter. Tu avais mis sur tes diapos les 10 premiers médias, les 10 premiers contributeurs en termes de... Et ce constat-là, donc, il m'invite à deux remarques, deux questions. La première, c'est une mise en perspective plus forte du constat d'une production qui serait tirée par ces titres-là. Donc ces trois principaux titres de la presse quotidienne nationale et ce qui est aujourd'hui le principal titre de la presse quotidienne régionale Ouest France. Déjà en précisant quels sont les formats qui sont privilégiés par ces grands titres. Est-ce que ce sont des brèves, des portraits, des reportages, des enquêtes, etc. Et puis aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en relation, mais peut-être que vous l'avez fait aussi, le volume d'articles consacrés à la CCC avec le volume d'articles produits sur la période par chacun de ces titres-là. Ceci parce que ça permet en fait de vraiment donner un poids à cette idée d'une visibilisation par ces titres-là, ou d'une invisibilisation par ces titres-là. En fait, je pensais, en lisant ta contribution, à un livre qui est L'information à tout prix de Julia Cagé. Et en fait, dans ce livre-là, on insiste déjà sur le fait que Ouest France, Libération, Le Figaro, Le Monde, sont de toute façon les principaux pourvoyeurs, enfin les principaux producteurs d'articles pour le web. Donc en fait, que ça soit les principaux producteurs d'articles sur la CCC paraît relativement logique dans ces conditions-là. Et puis, une deuxième remarque ou question, parce que peut-être que ça a été quelque chose qui a été creusé mais pas développé dans l'article, ça découle toujours de ce constat d'une surreprésentation du Figaro et de ces gros titres-là. C'est interroger la prégnance d'une pratique qui est une pratique très présente dans le journalisme web, qui est une pratique dite de bâtonnage. Le bâtonnage, c'est l'idée de reprendre de manière express des dépêches d'agence en vue d'une publication qui est extrêmement rapide, étant donné que la publication web est dans un contexte concurrentiel très fort. Et donc, est-ce que vous avez prêté une attention aux signatures des articles
Et concrètement, hein, je pense, on va prendre l'exemple du Figaro. Est-ce que c'est des articles qui sont signés essentiellement par des journalistes du Figaro ou signés par une mention Le Figaro avec AFP? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a un indice un peu de la distribution sur cette part des articles originaux et des articles qui seraient des articles bâtonnés dans le corpus? Et puis une dernière remarque qui est liée aussi à la présentation, qui est une interrogation sur la signification d'un des graphiques que tu as présenté, qui est le nombre d'articles sur l'audience, rapporté à l'audience. Et en fait, alors, on voit en effet qu'il y a une corrélation, mais je ne vois pas forcément la signification qu'on peut donner à cet indice-là, quand bien même on voit en effet, de manière étonnante, à mon sens, qu'il y a corrélation. Et puis, dans le cas de ton texte, Vincent, alors, deux questions, mais qui sont rapides, je pense. En fait, vous observez dans le papier que les médias de centre-gauche tendent à consacrer un nombre plus important d'articles aux conventions citoyennes que les médias de centre-droit, et ce, dans les 6 pays étudiés. Donc ça, c'est une tendance qui paraît relativement stable, quelles que soient les zones géographiques. Et puis, c'est un point qui n'est pas vraiment développé dans le texte en tant que tel. Et je voulais savoir, savoir si c'était un point que vous aviez travaillé et comment ça s'articulait. Alors, encore une fois, est-ce que ce sont des articles de nature différente qui sont développés? Enfin, tu as notamment mentionné le fait que le Guardian, en Angleterre, consacre beaucoup plus d'articles que le Daily Telegraph. Et est-ce que dedans, justement, on retrouve beaucoup plus d'enquêtes sur de formats qui sont plus longs, plus fouillés sur cette thématique-là? Et est-ce que la tonalité de ces productions tranche en fonction de l'orientation éditoriale et politique des titres? C'est quelque chose que tu as un peu esquissé dans ta présentation, justement, sur ce constat par rapport au Figaro, et justement un constat qui tranche un peu dans l'analyse manuelle et dans l'analyse plus automatisée. Ce qui, je pense, aussi invite à regarder de manière un peu plus détaillée tous les deux comment on arrive à des résultats qui paraissent aussi antinomiques. Et puis, tu avais mentionné dans ta présentation le fait que vous travaillez actuellement sur 2 pays, la Pologne et le Danemark, c'est ça? La Norvège, autant pour moi. Et je voulais savoir en fait si cette typologie que vous aviez dressée, elle tient à l'aune de l'étude de ces 2 cas nationaux, ou si justement le fait d'étudier ces pays-là, ça permet aussi d'ajouter de nouveaux types de séquences, d'isoler de nouvelles configurations un peu dans la manière dont on traite de ces assemblées délibératives. Je peux répondre très brièvement. Donc déjà, sur la question de l'intensité de la couverture par chaque titre, c'est-à-dire diviser les nombres d'articles qu'on a collectés sur le nombre d'articles publiés, toutes catégories confondues sur la période, ça, on aurait voulu le faire, mais on n'y est pas arrivé. Il y a sûrement moyen d'y arriver, mais en tout cas, c'est pour ça que ce qu'on a fait en corrélant le nombre d'articles à une mesure d'audience, c'était déjà une forme un peu de succès d'année. C'est notre façon plus simple de mesurer un petit peu cet aspect, cette remise en contexte de la couverture médiatique. Et sur la question du bâtonnage, on y a pensé. On aurait voulu collecter les dépêches AFP sur la Convention citoyenne. Et on n'a pas eu accès aux dépêches AFP. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut... faudrait regarder, mais on doit pouvoir identifier quand c'est Le Monde avec AFP. Et j'en profite aussi pour rebondir sur un point que tu as fait et qui a été fait dans la présentation précédente, c'est sur les résultats de tonalité entre Le Monde et Le Figaro. Donc c'est vrai que j'aurais dû rappeler, et heureusement tu l'as fait, que l'analyse de sentiment, à la base, ça a été conçu pour l'analyse des réseaux sociaux. Donc c'est pas bien adapté à l'analyse de la couverture presse, qui d'ailleurs se veut relativement neutre. Donc voilà, c'est un outil pas très adapté, et on voit que
il ne ressort pas de grandes différences. Ceci dit, dans notre corpus, il y a aussi valeur actuelle, et si ça peut rassurer tout le monde, le sentiment qui en ressort est très négatif. Bon, mais il n'y a que 2 articles. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi concentré sur les titres qui avaient le plus couvert l'événement, et peut-être que du coup, il y a ce grand nombre d'articles qui lissent un petit peu le sentiment aussi. Mais encore une fois, effectivement, ce n'est pas un outil très adapté à la couverture médiatique. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour ces commentaires. En effet, sur la différence entre les 2 journaux, ça dépend un peu des contextes et il y aurait possibilité d'aller plus loin. Ça dépend des pays. En France, on a quand même une forte différence entre Le Monde et Le Figaro dans le traitement des assemblées citoyennes, notamment de la CCC, mais également de la fin de vie, avec une opinion très négative du côté du Figaro et plus balancé en fonction des interlocuteurs qui sont interrogés dans Le Monde. Dans le cas de l'Angleterre, on voit que dans le Guardian, il y a vraiment cette idée de ce grand journal progressiste avec beaucoup de papiers d'opinion, et c'est dans ces papiers d'opinion qu'on retrouve tous les appels aux assemblées citoyennes, avec toutes les ambiguïtés. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup par rapport au Brexit. Ces assemblées se sont allées au-delà des clivages, au-delà des divisions, avec toutes les questions que ça peut poser. Il y a des autres pays où on a moins de différences, par exemple la Belgique ou l'Espagne. Et sur la suite, on n'a pas encore tout regardé. Ça a l'air de tenir, par exemple, sur la Pologne. On voit que c'est beaucoup de demandes d'assemblées citoyennes qui viennent de la coalition progressiste qui a amené Donald Tusk au pouvoir il y a 2 ans, et qu'aujourd'hui on en parle moins parce que c'est eux qui sont au pouvoir, ils ne mettent pas beaucoup d'assemblées citoyennes en place. Mais ça a l'air, en tout cas au niveau européen, d'être de marché, c'est-à-dire que la typologie reste utilisable dans d'autres types de contextes. Pour ces réponses, je vous propose qu'on ouvre la question ou les questions à la salle. Merci pour ces présentations. Moi, c'était une question pour mieux comprendre en fait ce travail-là sur la presse, qui s'adresse surtout à la première présentation, mais qui fonctionne aussi pour la seconde, notamment dans le cas belge. Sur la première, c'était déjà pour comprendre le traitement médiatique dans la presse. C'était déjà, est-ce qu'on pourrait savoir quelle était la politique, la stratégie de la Convention citoyenne sur le climat au regard de la question de l'articulation entre muni public et grand public? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle avait prévu pour travailler avec le grand public, et notamment dans ce qu'elle avait prévu, qu'est-ce qu'elle avait prévu avec les médias, et notamment les médias écrits. Et est-ce qu'on retrouve, est-ce qu'il y avait des partenariats envisagés ou pas? Si oui, sinon, et est-ce qu'on en retrouve trace dans la presse? Ça, c'est une première question. Et je pense qu'elle vaut aussi pour la seconde présentation dans le cas belge. Et pareil, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des différences selon les pays et les dispositifs, selon la stratégie que ces dispositifs avaient prévue avec la presse? Pour le cas français, ce qui avait été prévu, je vois 3 choses. D'abord, il y avait la retransmission des échanges sur la chaîne YouTube, en tout cas des échanges pléniers de la Convention. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, pour que les citoyens, le grand public s'intéresse à ça et soit au courant de cette information qu'ils peuvent suivre en direct, peut-être que les médias ont un rôle à jouer déjà. Deuxième chose, il y a une plateforme qui a été mise en place pour que le grand public fasse des propositions, soumette des choses aux participants à la Convention. Il y a eu beaucoup de soumissions. Ça a été très peu exploité par la Convention citoyenne. Probablement parce qu'il n'y a pas eu le temps de traiter justement quantitativement toutes ces propositions. Et troisième chose, il y a eu l'accréditation de journalistes, et de ce point de vue-là, la Convention citoyenne était française était très ouverte, contrairement à d'autres conventions citoyennes. Et je crois que tous les médias qui voulaient être accrédités le pouvaient. Il y a juste une fois, quand il y a eu la réception de Macron, où il y a certains qui n'ont pas obtenu d'accréditation. Mais sinon, c'était assez ouvert, et ça s'est traduit dans le traitement des articles par quand même
du suivi de certains citoyens, et notamment dans le Nouvel Obs, le Nouvel Obs a suivi 4 citoyens dont il faisait les portraits chaque semaine ou chaque mois, régulièrement. Donc, voilà. Oui, je pense qu'il y a des fortes différences dans la volonté de médiatiser les assemblées citoyennes de la part des citoyens en fonction des différents pays. Et la CCC, encore une fois, est vraiment un outlier dans le paysage européen. Donc, l'attention qu'elle a attirée dans les médias est incomparable par rapport à toutes les autres assemblées françaises et les assemblées dans les autres pays. Et parfois, dans d'autres pays, il y a aussi une volonté de ne pas médiatiser, pour des bonnes et des mauvaises raisons de la part des acteurs politiques, de ne pas médiatiser. Et ce qui ne veut pas dire que ces assemblées n'ont pas été fortement utilisées par les acteurs politiques. Là, on revient à des discussions qu'on a eues ce matin par rapport à un système consensuel ou système majoritaire. Si je prends le cas de la Belgique, il y a des assemblées qui ont fait l'objet d'un fort traitement politico-administratif de la part des partis de coalition et des administrations, mais c'est quelque chose qui est complètement absent du débat public. Et donc, c'est, à mon sens, la raison pour laquelle cet impact ou cette visibilisation médiatique doit toujours être contrebalancé par d'autres éléments si on veut comprendre la nature de son insertion dans le système politique. Oui, merci pour tout ça. Moi, je suis très content qu'on aborde ces questions-là là, dans le cadre du colloque du GIS. On a rarement parlé, en fait, médias, journalisme, etc. Alors que c'est quand même des grandes questions, au fond, le lien mini-public, macro-public. Et là, je trouve qu'on arrive à le faire de façon très précise, donc merci pour tout ça. Et moi, j'avais une question pour toi, Vincent, même si ça peut être un peu transversal, vraiment dans le prolongement de ce que tu viens de dire, c'est, en fait, donc, y compris sur votre projet plus large, c'est quoi les liens entre couverture médiatique et effet sur les politiques publiques? C'est quoi qui ressort, au fond? C'est est-ce que j'étais un peu surpris, en fait, je ne savais pas du tout, moi, que la CCC était l'expérience qui avait été le plus couverte à l'échelle européenne. Est-ce que là où il y a le plus de couverture médiatique, c'est parce que c'est là où on attend le plus d'impact, et donc rôle de Macron, etc., potentiellement, et donc portage politique très fort, ou est-ce que c'est à l'inverse, au fond, il y a d'autant plus d'impact sur les politiques publiques que le traitement médiatique est fort, quoi. Quelle est la poule, quel est l'œuf dans la relation éventuelle entre les deux? Parce qu'en même temps, si on prend le cas de la CCC, plus grande couverture médiatique et en même temps impact quasiment nul sur les politiques publiques. On pourrait peut-être en discuter et avoir un jugement plus nuancé, mais malgré tout, donc ça dit quand même des choses. Et donc, qu'est-ce que donne votre projet d'un point de vue comparatif là-dessus? Et en Belgique, où il se passe des trucs, à l'inverse, les médias s'y intéressent un peu moins. C'est intéressant. Et je me demandais, en fait, deux peut-être points complémentaires. Ça m'a peut-être échappé, mais sur l'Irlande, en fait, j'étais surpris qu'en fait, il n'y ait pas plus de couverture médiatique d'une certaine façon, alors que là, pour le coup, il s'est passé des trucs. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, peut-être que ça m'a échappé dans ta présentation, mais dans le moment entre assemblée citoyenne et référendum, en fait. Parce que c'est un des enjeux quand même importants dans le séquençage, etc. C'est dans quelle mesure les propositions de la Convention vont être portées, animer le débat public, les campagnes référendaires, etc. Est-ce que ça retombe à ce moment-là, ou est-ce qu'au contraire, la couverture médiatique, précisément, va nourrir la campagne référendaire ou pas, et de quelle façon? Et dernière question, un peu de curiosité, alors c'est pas dans votre enquête, mais quid du Chili dans tout ça, en fait? J'ai l'impression, en fait, que c'est probablement l'expérience de Convention citoyenne où il y a eu le plus de couverture médiatique, etc., où il s'est passé un truc. Alors après, les résultats ont été ce qu'il en est. Donc, est-ce que tu as quelques billes de ce point de vue-là sur le lien, en fait, couverture médiatique, impact sur les politiques publiques et le politique classique du terme? Donc je botte tout de suite en touche sur le Chili, mais je pense que ce serait justement un cas super intéressant parce que c'est sans doute là où, suivant un mouvement social d'une ampleur gigantesque, des attentes, un changement de président, beaucoup de promesses, un vote par après, donc ce serait super intéressant d'aller voir le même type de choses par rapport à ça, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est prévu de notre côté. Sur le lien entre action publique, on vient de commencer il y a 2 mois l'analyse de l'action publique, donc j'ai aucun résultat définitif par rapport à ça, mais bien sûr des hypothèses et des intuitions. Ce qu'on voit, c'est que par rapport, on peut comparer les 2 assemblées irlandaises et la CCC, c'est que c'est des situations différentes. Donc, en France, énorme attention médiatique et faible impact politique. En Irlande, ça me permet peut-être de préciser justement ce que j'ai dit. Donc c'est fort attention médiatique sur les 2 assemblées, beaucoup d'articles. Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce qui nous a frappé, c'est que le principe de l'Assemblée citoyenne n'était pas discuté, quoi. C'est qu'elles sont mises en place
et les journaux traitent de ce qui est discuté, donnent la parole aux différentes positions. Il y en a qui trouvent que ça tire trop vers le pro-avortement, d'autres qui disent l'inverse. Et donc, que toute la position par rapport à l'Assemblée citoyenne n'est pas du tout vue par rapport à est-ce que c'est une bonne chose ou pas de l'organiser. Elle est vue par est-ce que ça tire assez dans un camp ou ça ne tire pas assez dans un autre camp, ou est-ce que, un discours qui était très présent en Irlande, est-ce que c'est utilisé par les gouvernements parce qu'ils n'osent pas prendre la parole sur ces sujets hyper clivants, quelque chose qui est inimaginable dans d'autres systèmes politiques, la France au hasard. Et donc là, en Irlande, on a une dynamique qui est assez différente, et donc on n'a malheureusement pas cette corrélation entre plus on en parle, en fait, ça veut dire que sans doute il ne se passe rien derrière. Par contre, je pense que ça dit beaucoup aussi du reflet du type d'action publique et de la façon dont se prend la décision politique. Et donc, c'est peut-être pas un hasard que dans des systèmes plus consensuels comme la Belgique, où la plupart des décisions se prennent en coalition suite à des négociations longues pendant la nuit entre les différents membres du gouvernement, et de façon beaucoup plus secrète par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, c'est peut-être pas un hasard si, donc, une fois qu'on a une assemblée citoyenne, ça reprend ce circuit-là. Par contre, ce qui est quand même intéressant en regard sur la CCC, c'est que c'est un outlier par rapport à, c'est là où on en a le plus parlé, pour toutes les raisons dont on a parlé, mais c'est aussi sans doute une assemblée qui a le plus été débordée. C'est-à-dire que c'est sans doute l'assemblée qui a fait l'objet du plus d'investissement de la part de la société civile, ou par la suite différents d'associations, mouvements sociaux, y compris pendant la campagne présidentielle, s'en sont réclamés avec toujours un peu le même type de narratif. C'est ce que nous proposons, nous ne sommes pas des affreux écologistes extrémistes. Regardez, même un dispositif mis en place par un gouvernement de... Enfin, je vous laisse qualifier son orientation idéologique, va dans notre direction. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même très peu vu dans les autres types d'assemblées. Oui, merci pour les présentations. En fait, j'avais deux questions. La première, pour prolonger la question sur l'Irlande. En fait, je me demandais dans quelle mesure c'est une spécificité qui serait liée au traitement médiatique de l'Assemblée, ou dans quelle mesure c'est lié aussi à la manière dont les acteurs politiques, en fait, ont reconnu comme, alors si ce n'est normal, en tout cas relativement ordinaire, le fait de déployer l'Assemblée citoyenne. Et donc, est-ce que ça nous dirait quelque chose sur le degré de légitimité, en fait, ou au moins de banalité, peut-être même plus que de légitimité du type d'Assemblée? Parce qu'à l'inverse, c'est quand même extrêmement frappant l'omniprésence du nom propre Macron sur le traitement de la CCC. Bon, en fait, c'est quand même, malgré toutes les limites, c'est quand même le reflet de la manière, en fait, aussi dont la CCC traduit bien le présidentialisme à la française. Et donc, je me demandais dans quelle mesure on peut finalement voir dans ces résultats-là le reflet d'une forme d'articulation entre le dispositif Assemblée citoyenne et un type de système politique. Ça, c'était un peu la première question que je me posais. Et la deuxième question que je me posais, sur le traitement des dispositions ou des propositions de politique publique que vous avez évoquées tous les deux, mais sur la première présentation, il y avait des exemples concrets de politique publique. Et alors, j'ai trouvé ça intéressant. Et la question que je me suis demandé, c'est est-ce que vous aviez regardé à comment ces dispositions-là, ou en tout cas ces sujets-là, étaient traités en dehors de la séquence Assemblée citoyenne, et donc sur un temps beaucoup plus long. Parce qu'en fait,
clairement, et on le voit un peu dans les verbatims, c'est-à-dire qu'on voit aussi qu'on pourrait rapporter plus largement à comment les politiques publiques et comment les enjeux de politique publique sont traités dans les médias. En fait, globalement, ils sont traités sur le mode du solutionnisme. Et donc, en fait, on va parler des choses qui soit vont être conflictuelles, soit vont apparaître comme une espèce de solution miracle. Et du coup, ça explique assez largement le moratoire 5G, etc. Et finalement, du coup, ça ne nous dirait pas grand-chose sur le lien mini-public, macro-public du point de vue du suivi des issues et des enjeux, que ça nous dirait plutôt quelque chose sur le traitement médiatique d'un certain nombre d'objets de politique publique, ce qui expliquerait peut-être pour le coup qu'une assemblée sur le pro-choice en fait, soit beaucoup plus favorable à un traitement médiatique autour de ces issues-là, quoi. Ouais, sur la dernière question qui m'était plutôt adressée, bon, on peut regarder un peu hein, la temporalité pour chaque mesure. J'ai plus vraiment les résultats en tête, bon, à part que si dans le papier on a quand même corrélé le référendum à certaines autres mesures et on voit que, enfin, la question du référendum, il y a effectivement une temporalité. Et donc, ce que je disais, notamment sur ZFE, ZAN, on les voit apparaître un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, je le dirais pas mieux que vous, et c'est illustré par les verbatims. C'est sûr qu'un dispositif comme ça, qui débouche sur 140 à 150 mesures, c'est dur à traiter pour tout le monde, pour les citoyens, même pour les chercheurs et évidemment pour les journalistes. Enfin, à tel point quand même que les études d'impact qu'ont reçues les citoyens sur leurs 150 mesures, ça a été juste déjà, on a regroupé les mesures enfin, les 150 mesures, on les a regroupées par petits groupes. Donc, il y avait à peu près une évaluation sur 50 groupes de mesures qu'on a qualifiées de 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles du point de vue de l'impact en termes de réduction des émissions. Donc, clairement, et là, je reprends un mot qui a été utilisé, la Convention s'est fait un peu déborder par plein de choses, dont le nombre de mesures qui découlent de l'ampleur du sujet. Je suis tout à fait d'accord avec ton hypothèse sur l'Irlande. Donc, c'est-à-dire qu'un pays qui organise régulièrement des référendums, en fait, la question de est-ce que le citoyen lambda est légitime ou pas pour intervenir de façon plus importante dans l'espace public et dans la décision ne se pose pas. Et donc, c'est peut-être pour ça que l'Irlande, en fait, le dispositif en plus, comme en plus il y a potentiellement des référendums qui suivent par après, ça pose moins questions. Ce qui était intéressant pour nous, et il y a des pays où on est remonté plus loin dans le temps, y compris la France, la Belgique, c'est de voir que les choses ont quand même évolué. Et donc, vous en souvenez sans doute mieux que moi que la proposition de Ségolène Royal en 2007 de jury citoyen, là, on voit qu'on a une très grande mobilisation d'acteurs qui lui sont opposés, qui présentent ça comme le retour du tribunal révolutionnaire, comme vraiment une folie inimaginable. Ça, on voit que sur toute la période, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus des années 2010 jusqu'aux années de 2023, quand on fait notre analyse. Donc, des positions qui sont fondamentalement critiques sur le principe même d'une participation extra-électorale, elles sont encore visibles au début des années 2010 et elles sont de moins en moins audibles. C'est pas certain qu'on ne les retrouvera pas, quoi. Et donc, si je prends mon système, le système politique que je connais le mieux, qui est celui de la Belgique, et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de dispositifs qui avaient été institutionnalisés, qui sont en train d'être désinstitutionnalisés par les nouveaux gouvernements conservateurs au pouvoir, et où on retrouve des discours qu'on n'entendait plus il y a 5 ans sur la participation citoyenne. Je crois qu'il faut qu'on arrête pour pouvoir commencer la prochaine table ronde à 17h30. Merci.